Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans les boîtes, il arrive très souvent que les gens ne bossent pas sur les bons sujets. Parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairs, parce qu'ils ont pensé que, etc. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est le système qu'on appelle OKR, Objective Key Results. C'est un système qui a été popularisé notamment par Google, et c'est un système en fait d'objectifs cascadants. Donc en fait, tu fixes tes objectifs au niveau de la boîte, ensuite tu dis quelles sont les choses qu'il faut que j'arrive à faire pour atteindre ces objectifs, et ensuite ces choses qu'il faut que j'arrive à faire, ça va devenir les objectifs de tes départements. Les départements disent ok, pour arriver à faire ce truc-là, voilà ce que il faut que je fasse, et ensuite ces objectifs-là, ça devient les objectifs de tes team members individuels. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, je t'avoue que si, au moment où j'ai lancé le podcast, on m'avait dit que j'inviterais le mec qui fabrique mon dentifrice, j'aurais peut-être un petit peu rigolé. Je suis pas sûr que j'aurais cru à la blague, mais c'est le cas aujourd'hui. Merci Aymeric d'être là, ça me fait super plaisir. Je commence par une petite blague, hein, je veux pas te mettre mal à l'aise. Merci Gérald de m'inviter, puis merci d'être un client, du coup, c'est top. Bon, super. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus sérieusement que ce que moi je viens de faire? Ouais, non, écoute, c'était une assez bonne présentation. Donc, je m'appelle Aymeric Grange. Moi, j'ai 32 ans. Je suis papa d'un petit Gaspard, marié. Ben, je suis en effet fabricant de dentifrice, de gel douche, de mousse pour les mains, de déodorant, enfin bref, de tous les produits d'hygiène. Avec une particularité, c'est que nous, on fait des produits d'hygiène rechargeables. Donc, l'idée, c'est d'avoir un flacon que tu recharges et des recharges qui sont emballées dans le carton qu'on t'envoie. Et comme ça, tu arrêtes de jeter du plastique. T'arrêtes aussi de transporter de l'eau, donc tu génères moins d'émissions de CO2. Et globalement, on essaie de mettre en place un système un peu plus vertueux. Tous les produits sont vendus sur notre site, qui s'appelle 900.care, par abonnement. Super. Et j'ai adoré notre call de préparation, même s'il était chaotique, puisque moi je rentrais de vacances forcé, puisque j'étais sur le bassin d'Arcachon et il y a eu les incendies, donc je me suis fait dégager et c'est au moment où on avait notre appel. Donc je pensais faire notre appel les pieds dans la piscine, à côté de la dune du Pilat. Au final, je l'ai fait dans ma bagnole, c'était chaotique Ouais. et du coup, j'étais désolé pour ça, mais je me souviens que, bon, on a parlé de toutes les choses, on s'est fait un call de préparation classique, mais ce que j'ai adoré, c'est cette approche où, moi, clairement, on va pas se mentir, je suis pas un grand sensible, je suis pas un grand, comment dire, je commence à me sensibiliser à l'écologie, mais je ne suis pas un écolo pur jus. Je comprends les enjeux parce que évidemment, avec tout ce qui se passe, il faudrait être complètement débile pour ne pas voir qu'il y a des trucs qui changent. Et ce que j'ai adoré, c'est ton approche, puisqu'il y a quand même dans ton storytelling, dans la façon dont tu vends tes produits, storytelling pas dans le mauvais sens évidemment, hein, dans le sens marketing du terme, il y a une approche écolo, mais pas du tout moralisatrice, pardon. Ouais. Et j'ai adoré. Est-ce que justement tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette façon de communiquer? Nous, en gros, on est un peu parti. Le point de départ, c'était vraiment de se dire aujourd'hui, la plupart des gens sont comme toi sensibilisés à l'écologie, enfin savent qu'il y a une urgence pour agir, et pourtant, la plupart des gens ont du mal à agir. Et pourquoi est-ce que les gens ont du mal à agir? C'est que on fait reposer toute la charge de l'action sur les individus. Et c'est-à-dire que toi, tu as déjà une vie qui est bien remplie et tu n'as pas forcément envie, enfin, t'as pas forcément le temps, l'énergie, tu sais pas forcément par où commencer pour passer à un mode de vie un peu plus éco-responsable. Et mon point de vue et celui de Thomas, mon associé, qu'on a créé 900 c'était de dire c'est le taf des marques en fait de te faciliter la vie. Et donc nous, toute la démarche autour de 900 c'est de dire on va créer une marque avec des super produits qui sont simples à utiliser, c'est facile, c'est livré dans ta boîte aux lettres, il y a moins de charge mentale, etc. Et en plus, c'est écologique. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est d'abord des super produits que tu as envie d'utiliser. Mm. Et ensuite, c'est des produits qui sont écolos. Parce que si tu as envie de les utiliser, en fait, ce sera plus une contrainte d'être écolo, ce sera juste un side benefit de consommer nos produits. Et juste un exemple très parlant de ça, c'est que typiquement, quand on a commencé à lancer le projet, il y a des gens qui nous ont dit ah, mais vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, il y a le savon solide qui existe et dans le savon solide, il n'y a pas de plastique. Et donc, si tu veux te passer de plastique sous ta douche, utilise du savon solide. On leur a dit, en fait, c'est pas du tout ça et c'est vraiment la mauvaise démarche. Aujourd'hui, tu as 7 fois plus de gens qui utilisent du gel douche que du savon solide. La question, c'est pas de dire faire la morale à tout le monde pour qu'il passe au savon solide, c'est plutôt de dire comment est-ce que tu rends le gel douche plus écolo, plus responsable. Et donc, nous, notre idée, c'était de dire, on t'envoie juste les ingrédients actifs. Les ingrédients actifs, c'est à peu près 10%
d'un gel douche que tu achètes en grande Ouais. surface, le reste c'est de l'eau. Et donc en fait, nous on t'envoie les petits bâtonnets, c'est la forme de petits bâtonnets, en gros c'est la taille d'un bouchon de liège, on t'envoie les ingrédients actifs, tu as une bouteille réutilisable, tu mets les ingrédients dans ta bouteille et c'est toi qui rajoutes l'eau chez toi. Et comme ça, tu peux réutiliser ta bouteille, t'as plus besoin de transporter d'eau, enfin bref, tout le monde est gagnant. Et surtout, en fait, tu vas garder, enfin une fois que la réaction se produit, c'est un vrai gel douche, c'est impossible de faire la différence avec un gel douche que tu aurais acheté en grande surface. Et donc tu gardes toute la sensorialité que t'aimes dans le gel douche, mais c'est beaucoup plus écolo. Et du coup, je vois votre point de vue, mais qui sont vos clients? Comment on peut les définir? C'est quoi votre avatar client? Parce que moi, clairement, je suis passé chez vous parce que j'ai vu une pub. Je suis un minimaliste, c'est d'ailleurs pour ça que je le répète à chaque podcast, mais je suis pas un gros crado. Je mets pas que des enfin, je mets que des t-shirts noirs, mais j'en ai 15. D'accord. Donc, enfin, j'en ai un peu plus de 10. Donc, voilà, c'est juste ça. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que je prends le nombre de douches. C'est toujours le même par jour, sauf accident, bricolage, machin, etc. Je me brosse les dents toujours le même nombre de fois. Je me suis dit, c'est juste génial que on m'envoie mon dentifrice au bon moment parce que évidemment le dentifrice tu t'en rends compte le lendemain du jour où tu en as plus en Bien fait sûr. qu'il faut en acheter. Ouais. Donc moi c'est pour ça, mais j'imagine que je suis pas enfin je sais pas, du coup je spécule, mais je suis peut-être pas à l'image de vos clients, de tous vos clients. Pour le coup, là-dessus, c'est un truc qui nous a pas mal surpris parce que au départ, forcément, quand tu montes un projet comme ça, tu te dis, je vais cibler, enfin, en gros, le client affinitaire, ça va être forcément le jeune trentenaire qui vit à Paris ou dans une grande ville en province, qui est plutôt CSP+, etc. C'était un peu l'hypothèse de base, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pas du tout ça. En gros, on a fait un gros sondage là récemment, il y a quelques mois, sur notre base client, on a eu plus de 3000 réponses, donc ça commence à faire un volume qui est assez représentatif, enfin, en tout cas Ouais. plus représentatif que les sondages de la présidentielle. Et globalement, ce que tu vois, c'est que tu as à peu près 20% de personnes qui habitent en région parisienne, ce qui est à peu près le pourcentage de la France, mais tu as plus de 55% des gens qui habitent dans une ville de moins de 100 000 habitants. Tu as plus de 70% des gens qui ne sont pas des CSP+. Tu as un mix entre célibataires, couples, famille. Tu as des gens vraiment de tous âges, c'est-à-dire qu'on a une pyramide des âges qui, en effet, surpondère un peu entre 25 et 35, mais c'est globalement assez flat. Donc on a des gens très jeunes, on a des gens plus âgés. Il y a un peu une chute à partir au-delà de 55 ans, il y a un peu moins de monde. Mais globalement, donc on a une population client qui est vraiment à l'image de la France. Et en revanche, ils ont un point en commun, c'est leur attitude à l'écologie. On leur a demandé de se mettre sur une échelle, donc il y avait pas du tout écolo, pas assez écolo, écolo débutant ou écolo engagé. Et là encore, là où au départ, tu aurais pu te dire, nous on parle avant tout aux écolos engagés, en fait pas du tout. Il y a 70%, on a seulement 10% d'écolos engagés, 70% des gens, c'est des écolos débutants, et 20% c'est des gens qui se considèrent comme pas assez écolos. Donc globalement, en fait, de ce que tu m'as dit en préambule, ça correspond assez bien à ton profil. C'est-à-dire que globalement, nous, enfin, si tu veux, dans la cosmétique, il y a eu un peu deux vagues. Il y a eu toute la vague de la cosmétique solide. Donc eux, c'était vraiment des pionniers. Et donc c'est très bien ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment fait bouger les lignes, mais ils s'adressaient vraiment à cette frange des 10% d'écolos Initié. engagés, d'initiés, Ouais, qui voilà. sont prêts à faire en gros des sacrifices sur leur expérience sensorielle. Typiquement pour ces gens-là, dès qu'il y a de la mousse, ça veut dire que c'est pas bien, etc. Donc ils cherchent vraiment une expérience euh, très peu sensorielle. Et c'est un peu le marqueur de moins c'est sensoriel quelque part, plus ça veut dire que c'est écolo. Et nous, en fait, on parle à la catégorie un peu moins engagée que ça, qui ne sont pas encore prêts à faire de sacrifices, mais qui ont quand même une conscience écologique. Et du coup, on leur offre la solution la plus facile, en fait, pour changer leurs habitudes dans leur salle de bain. Et après, ce qui est marrant, ce que tu disais sur l'abonnement, l'abonnement, il y a une partie des gens pour qui c'est un frein. Et clairement, tu le vois, les gens qui n'ont pas encore essayé le produit, ils sont un peu réfractaires à ça. C'est pour ça que nous, on a une offre qui s'appelle le kit d'essai. Tu payes juste, par exemple, un gel douche, c'est juste 3,50 €. On t'offre la bouteille réutilisable, on t'offre la livraison. Et comme ça, tu testes. Et ensuite, si tu décides de ne pas recevoir tes recharges, tu te désabonnes en un clic à tout moment. En revanche, ce qui se passe, c'est que dès que les gens ils ont reçu leur première recharge, là, ils deviennent comme toi convaincus en disant mais c'est génial parce que c'est un calvaire d'oublier à chaque fois son dentifrice, de devoir le racheter en dernière minute ou de devoir rediluer son gel douche avec de l'eau pour le faire Ou durer un pire, peu. aller prendre le dentifrice à la fraise de ta fille ou de ton fils de Et- 4 ans. Il n'y a rien de pire. Là, tu passes une Exactement. journée effroyable. Donc, voilà, Exactement. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que
autant les gens ils achètent parce que ils trouvent le packaging sympa, ils aiment bien la marque, ils trouvent le concept intriguant, ils ont envie de tester. Autant un des points qui ressort quand tu les interroges après leur première recharge, c'est vraiment en fait c'est trop pratique, ça arrive dans ma boîte aux lettres. Ça, c'est un des grands bénéfices, hein, c'est que comme on a sorti l'eau de tous nos produits, ils pèsent beaucoup moins lourd, ils sont beaucoup moins épais, et donc en fait, ils vont passer directement dans une boîte aux lettres de taille standard. Et du coup, en fait, c'est vraiment cet aspect praticité qui fait que derrière, en fait, les gens, ils sont vraiment accros et qu'on a des taux de rétention qui sont assez dingues. J'ai l'impression que vous êtes très sensible à l'expérience utilisateur dans le sens premier du terme, c'est-à-dire votre site il y a des choix techniques, technologiques qui ne sont pas anodins. D'ailleurs, je recommande à tout le monde pour vraiment imager ce que je dis, d'aller voir le site, d'essayer le panier, etc. Enfin, c'est pas anodin. Il y a une interface qui est particulière et on voit que c'est réfléchi. C'est pas un truc fait au hasard. Le fait que ça arrive en boîte aux lettres, etc., c'est aussi pareil. Bon, donc pour moi, c'est clairement ce qui m'a fait adopter. Mais je suis pas là non plus pour faire que de la pub. On est là pour parler, parce que sinon on va croire que c'est sponsor. Mais il y a aussi le côté où le marché de l'écologie, de ce que moi je crois, j'imagine du moins, parce que je suis pas initié, ça manque aussi du X. C'est toujours assez compliqué. Au niveau du prix également. Est-ce que ça, c'est. Il y en a un de vous deux avec ton cofondeur qui est plus sensible à l'UX que l'autre. Est-ce que ça fait vraiment partie de l'ADN de la boîte Ouais, ou c'est un hasard des en choses? fait, si tu veux, nous, la démarche, c'était vraiment de se dire, on a pris toutes les frictions qui font qu'aujourd'hui, tu as du mal à passer à un produit écolo. Et on a essayé de les lever toutes les unes après les autres. Tu as évidemment une friction autour de l'expérience au sens large. Donc, et ton expérience, elle est de bout en bout, hein. C'est-à-dire bah, le moment où tu commandes, enfin déjà la pub que tu vas voir sur les réseaux, le moment où tu commandes sur le site, il faut que ce soit nickel, il faut que ce soit simple, soit intuitif. La livraison, l'unboxing, l'utilisation des produits, bien sûr, sur lesquels on a énormément taffé, on pourrait revenir, on a fait énormément de tests pour être sûr d'avoir un super produit. Toute l'expérience CRM, donc ça c'est un premier pilier qu'on a beaucoup taffé, l'expérience sensorielle dont on parlait, la livraison, etc. Après, tu as un deuxième pilier de friction majeur pour nous, c'était bah, tout ce qui est l'image de marque, la communication. Ce qui se passe, c'est que toutes ces premières générations de marques écolo dont je parlais, elles ont tendance à être beaucoup dans la culpabilisation, dans la moralisation. Nous, on a complètement changé ça. Donc, on a une expérience qui est une identité de marque qui est très joyeuse, très colorée, en disant en fait notre devise c'est happy change, c'est-à-dire que le changement en fait ça peut être aussi facile et joyeux. Et après, tu as un dernier frein qui est vraiment le frein du prix. Ça, c'est un truc, on s'en est rendu compte très très tôt. Aujourd'hui, tu demandes à 100 personnes, tu en as 90 qui vont te dire bah ouais, mais être écolo c'est quand même trop cher. D'autant plus dans le contexte actuel avec toutes les problématiques autour du pouvoir d'achat. Et nous, dès le départ, en fait, on s'est dit, il faut vraiment qu'on arrive à créer une offre qui soit très démocratique, qui soit accessible à tout le monde. Euh, Ce qui est un challenge parce qu'en fait, quand tu lances un produit comme ça, ce qui se passe, c'est que c'est des produits où tes coûts sont vraiment fonction du volume. Il y a des énormes économies d'échelle en fonction des volumes. Donc quand tu te lances, tu as quand même un peu cette question de comment est-ce que tu amorces la pompe. Donc typiquement, nous, on a lancé le gel douche, une recharge de gel douche, ça coûtait 6 euros. Donc c'était cher parce qu'aujourd'hui, une grande marque, ça va être autour de 3 euros. Et en fait, avec la croissance des volumes, on a toujours dit, en fait, il y avait plein de gens qui nous disaient c'est cher, c'est cher. On leur disait, on sait que c'est cher, néanmoins, faites-nous confiance. Et si vous nous soutenez et qu'on arrive à avoir la croissance des volumes, on va être capable de baisser les prix. Et ce qu'on a fait un an après. Donc maintenant, un gel douche, ça coûte 3,50 €. Et le but, c'est qu'à terme, on puisse matcher le prix des grandes marques et qu'on enlève complètement cette barrière du prix. Donc ouais, je pense qu'on est tous les deux très sensibles à l'UX et que vraiment à chaque fois on se dit mais qu'est-ce qui bloque les gens? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui passent à ça? Et on essaye de lever chacune de ces barrières. Est-ce que justement tu peux maintenant me parler un peu du marché de l'hygiène, puisqu'on en a parlé un petit peu pendant notre call préparatoire, il y a plein de choses que moi je ne savais pas du tout. Comment ça fonctionne en fait comment ça fonctionne de l'autre côté du- de la ligne, les grands faiseurs, comment ils Ouais, s'organisent? le marché de l'hygiène, c'est un marché qui est assez intéressant parce que c'est typiquement le marché qui est prêt à être disrupté pour nous. Et donc, c'était aussi un des paris en lançant 900 Care, c'est de dire c'est un marché qui est particulièrement mature, enfin prêt pour bah, un nouvel acteur qui viendrait le disrupter. Donc déjà, c'est un marché qui est gigantesque, hein. On parle de taille de marché de plusieurs milliards d'euros sur l'Europe, hein. C'est un marché qui est très résilient.
Donc ça, c'est intéressant, notamment dans des périodes comme celle qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas les cryptos, quoi. Il y a pas d'effondrement du marché de l'hygiène. Les gens continuent à se laver même pendant le confinement. Donc c'est un marché qui est très résilient et c'est un marché qui est dominé depuis hyper longtemps par les mêmes trois quatre groupes qui en fait possèdent toutes les marques. Enfin, toutes les marques que tu vas trouver en grande surface, globalement, sont possédées par trois quatre groupes. Euh, et c'est un marché en fait qui du coup a eu beaucoup de mal à se réinventer parce que ces groupes-là, ils avaient un peu une rente et ils restaient un peu sur leurs acquis. Donc globalement, c'est un marché où il y a eu très peu d'innovation. Tu vois, typiquement sur le déodorant, les seuls innos, c'est des innos très très fonctionnels, du style tu as 12 heures d'efficacité, puis 24 heures, puis 36 heures, puis 72 heures. Mais en fait, ça change pas tellement ton expérience. Et je veux dire, personne n'a besoin d'un déo qui a 72 heures d'efficacité. Donc, c'est vraiment une innovation qui est incrémentale. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une innovation qui est là juste pas pour le client. Elle n'est pas centrée client. C'est pas un nouveau besoin client qui a émergé pour un dentifrice plus plus ou un déo qui marche encore mieux. C'est vraiment juste parce qu'ils sont dans une logique de prendre le maximum de place dans les linéaires de supermarchés. Et donc pour ça, ils ont besoin de créer plein de références, plein de SKU. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas dans un supermarché, tu as 72 marques, enfin 72 références pour la même marque de dentifrice, pareil sur le déo, pareil sur le gel douche. Et à côté de ça, c'est un marché qui a vraiment beaucoup de mal à prendre le virage de l'éco-responsabilité parce que c'est un marché où en gros l'ensemble du modèle est basé sur ce système du plastique à usage unique. Et donc ils ont beaucoup de mal à sortir de ça parce que en gros ça supposerait de repenser tout leur modèle de distribution. Euh, et enfin, c'est un marché qui est sous-pénétré en termes de e-commerce. Donc aujourd'hui, la pénétration e-commerce du marché de l'hygiène, c'est à peu près 10%. Sur les biens de grande consommation, c'est entre 30 et 50 selon les catégories. Donc c'est vraiment un marché qui est en retard. Et c'est très intéressant ce que tu disais tout à l'heure en disant en fait, moi, voilà, c'est pas un plaisir d'aller acheter mon dentifrice en catastrophe au supermarché quand j'en ai plus. Mais ça, ce que tu dis, en fait, tout le monde le ressent. Et, et du coup, ça pose la question de pourquoi est-ce que c'est un marché qui est pas plus digital. La réponse, c'est juste que les economics pour les grandes marques marchent pas. Puisque comme elles vendent des produits pas chers qui sont pleins d'eau, en gros, expédier, enfin, ton coût de shipping par rapport à la valeur de ton produit, il est juste démentiel. Ce qui est hyper intéressant avec ce qu'on a fait, c'est que on arrive, on apporte une dose d'innovation, mais surtout, on a un modèle qui permet aux économies de e-commerce de marcher. En gros, nous, on voit qu'à peu près 10% du poids, ça passe en boîte aux lettres, donc c'est le facteur qui te livre, et du coup, ça nous coûte à peu près 3 fois moins cher à expédier. Ce qui fait qu'on peut offrir la livraison et avoir un modèle e-commerce qui reste ultra rentable pour nous. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'était de dire, c'est un marché qui est gigantesque, les marques sont boring, elles n'ont pas pris le virage digital et elles sont incapables d'avoir des économies qui marchent en ligne. Nous, on va s'engouffrer à fond en disant on apporte une inno, on apporte une marque qui est fraîche, qui est joyeuse et surtout on a un business model qui marche hyper bien. Du coup, quand tu es dans une industrie qui est comme ça, vieillissante, on peut dire, et que toi tu décides de faire de la R&D, derrière moi la question qui me vient naturellement, même en dehors du podcast, rien qu'en tant que consommateur, c'est comment tu te finances, combien de temps ça prend pour lancer un truc comme ça, et surtout est-ce que tu as besoin, enfin, quel est le background en fait de la team, tu vois, il y a un peu plusieurs questions derrière tout ça, mais c'est comment on fait de la R&D, parce que moi quand je lance un business, très souvent c'est une landing page, une ads, et derrière un mec qui téléphone pour voir si ça marche ou pas, et le produit on le développe Ouais, après. bien sûr. Toi, tu peux pas faire ça. Toi, tu peux pas faire ça. Le lean, c'est pas. Enfin, peut-être que vous faites un peu de lean, mais c'est votre produit. Vous pouvez pas vendre non plus quelque chose de dangereux aux gens. Donc, comment ça s'est Ouais. organisé cette R&D? Bah écoute, déjà, enfin, ni Thomas ni moi, on est des experts du secteur. On n'avait jamais bossé dans la cosmétique et l'hygiène avant. Lui, c'est un serial entrepreneur. Il a monté plusieurs business. Le dernier en date, c'était un service de pressing à domicile. Donc, voilà, tu viens chercher tes chemises sales et tes rapports propres. Euh, Moi, j'avais fait du conseil, donc j'avais bossé sur des univers un peu connexes de biens de grande consommation, mais pas directement dans l'hygiène et certainement pas dans la formulation. Et du coup, quand on se lance, on quitte nos tafs en juillet 2019, on monte la boîte, enfin, on dépose des statuts en août 2019, et en gros, on se dit, ça va aller super vite, et en décembre 2019, on fait notre campagne de crowdfunding, on sort les produits dans la foulée. En fait, ça a pris un an de plus que ce qu'on avait prévu, et heureusement parce que ça se trouve sinon on se serait pas forcément lancé. C'est hyper dur à développer parce que en gros, tu as un peu deux approches dans la cosmétique.
Quand tu crées un produit classique, genre un nouveau déo, voilà, enfin un nouveau déo, un nouveau gel douche, mais classique, voilà, dans une bouteille en plastique réutilisable, tu vas voir des labos. Eux, ils ont un catalogue de trucs qui existent sur étagère. Tu choisis la formule qui te plaît le plus, tu changes le parfum, tu mets ton étiquette dessus et c'est bon. Et en 3 mois, tu lances. Nous, en fait, on a lancé un truc qui était complètement nouveau. Il y avait personne qui savait faire. Donc la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas chercher un labo qui est capable de formuler. Donc là, tu te prends 150 noms et puis il y a une personne qui te dit oui et on commence à bosser ensemble. Et donc là, en fait, tu as une première phase qui s'appelle c'est la phase de formulation. Donc, en gros, c'est les laborantins, enfin les cosmétologues qui vont former une première version du produit, te le font tester, tu dis, ah bah, change ça, 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 ils leur font tester, etc. Tu peux créer des petits batchs. Donc là, on a assez rapidement essayé de faire ce que tu disais. On a fait aussi une landing page, on a collecté des adresses mail, on propose aux gens de tester gratuitement le produit. Donc, on envoie des petits batchs de quelques passifs dentifrice, les gens testent et nous font des retours. Donc, ça nous permet de créer une communauté et puis ensuite de, d'améliorer le produit. Et après, tu as la phase d'industrialisation qui est vraiment la phase complexe parce que du coup, c'est comment est-ce que tu passes du labo à l'échelle. La métaphore que j'aime bien utiliser, c'est que ton labo, c'est un peu ta cuisine. Donc, en gros, tu es capable de faire un plat, un tiramisu pour 3 personnes. Maintenant, comment est-ce que tu le fais pour 20 000 personnes? Bah, en fait, forcément, ça ne demande pas les mêmes infrastructures, etc. Donc là, pareil. Donc, au début, nous, on a bossé avec un labo qui faisait à la fois la recherche et à la fois l'industrialisation. C'était important parce que du coup, tout était intégré et il pensait en fait à la formulation en se disant comment est-ce que derrière, je vais pouvoir l'industrialiser. Et globalement, ça demande un peu d'argent. Donc au départ, on a fait une première levée auprès de Friends and Family de quelques centaines de milliers d'euros pour financer ça. Ensuite, on a fait une deuxième étape pour lancer la production, où là, on a fait de la pré-vente. Donc on est passé sur une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule, puis ensuite KissKissBankBank, où les gens précommandaient les produits. Donc on recevait l'argent maintenant, et ensuite on utilisait cet argent-là pour payer la première prod. Donc ça nous a permis de lancer la première prod. Et ensuite, on a pu tout livrer, lancer le site. Et là, en gros, on avait déjà amorcé la pompe, donc on a pu commencer à créer les premiers batchs avec l'argent qu'on a généré. Et puis derrière, pour passer encore plus à l'échelle, là, on a fait une grosse levée de 10 millions d'euros il y a à peu près un an pour pouvoir accélérer, notamment sur le développement de l'outil industriel. Donc, par exemple, on a créé des machines spécifiques pour créer nos bâtonnets de gel douche, mais aussi sur la R&D où on a tout internalisé. Et donc là, juste en face de moi, j'ai notre labo de formulation. Donc maintenant, on a des cosmétologues en interne et on fait 100% de notre formulation parce qu'on s'est rendu compte que c'est tellement important de pouvoir tout maîtriser qu'on préférait l'avoir en interne, quoi. Et ton retour d'expérience entre le crowdfunding, je sais pas si tu en avais déjà fait avant, et la levée, du coup, donc deux façons de se financer différentes, tu as deux étapes différentes de la boîte. Tu as trouvé des. Il y a quand même des choses qui se répètent dans la façon de s'organiser, parce que j'imagine le crowdfunding, tu peux aussi viser, alors je sais pas si c'était ton cas, mais des gens qui vont racheter plus tard, donc du coup commencer à créer une base Ouais. client. Euh, comment tu peux. Voilà, si tu dois nous faire un résumé rapide de ces deux étapes-là. Ouais, pour moi, c'est deux étapes qui sont très très différentes. Alors là, quand je dis crowdfunding, hein, c'est vraiment un système de prévente. Je parle pas de crowd equity, c'est-à-dire que les gens n'achetaient pas des actions, juste ils précommandaient les produits pour les recevoir plus tard. Et en fait, ça, c'est vraiment pour moi une campagne marketing. Donc, tu as raison, c'est des futurs clients, c'est comment est-ce que tu vas fédérer une base de futurs clients. Et donc là, c'est beaucoup plus sur des leviers émotionnels quelque part, en racontant ton histoire, en leur disant, bah voilà, nous, on a cette vision, on se dit que le marché de l'hygiène, il marche sur la tête, on dit qu'on a une meilleure solution qu'est la recharge. On pense que la recharge, ça devrait être la nouvelle norme et que tout le monde devrait y passer. Et si vous pensez comme nous, en fait, ce qui nous aiderait beaucoup, c'est que vous acceptiez de payer maintenant et de recevoir vos produits dans 6 mois, parce que ça permettrait de donner vie à ce projet. Et ça a super bien marché. On a battu en fait les records de financement sur les deux plateformes pour un projet hygiène beauté. Donc c'était vraiment un énorme carton et ça a vraiment résonné avec les gens. La levée de fonds, c'est un discours qui est différent dans le sens où c'est beaucoup plus rationnel, donc c'est beaucoup plus basé sur tes métriques, ton plan de développement, ta vision du marché, pourquoi est-ce que tu penses que tu vas être meilleur que les autres, c'est quoi les barrières que tu arrives à créer. Et donc c'est un exercice qui est complètement différent, et autant, tu vois, sur la campagne de crowdfunding, le but c'est de convaincre le maximum de gens.
Euh, En fait, tu dois convaincre beaucoup de gens de faire un acte qui finalement est assez peu engageant, c'est-à-dire dépenser quelques euros pour un produit. Autant un financement avec des fonds, il faut que tu en arrives à en convaincre un, mais de mettre du coup un gros ticket. Et donc c'est ça enfin, c'est vraiment deux exercices assez différents. Maintenant, le succès du crowdfunding, c'était bien évidemment, enfin le fait qu'on ait battu des records, etc., c'était bien évidemment un des arguments forts qui nous ont enfin, qui nous a permis derrière de lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels. Et quand tu te concentres sur ta levée, est-ce que tu remarques, parce qu'on l'a déjà vu chez d'autres entrepreneurs, que le produit est un petit peu délaissé, et la croissance enfin du moins le développement du truc est un petit peu délaissé. Comment vous avez organisé ça? Est-ce que déjà vous l'avez ressenti? Et si oui, comment vous êtes organisé? En fait, donc alors c'est sûr que les levées, c'est quelque chose qui te distrait du business. Donc un des grands enjeux pour nous, c'est vraiment que ça aille vite. Et en fait, à chaque fois qu'on commence un process, on dit, nous, on va être focalisé, on est une petite équipe, on a encore des rôles très opérationnels, mon cofondateur et moi. On va être focalisé sur cet aspect-là, enfin l'aspect opérationnel plus que sur l'aspect levé. Et donc, du coup, si vous acceptez de rentrer dans le podcast, dans le process, il faut vraiment que du coup, le process aille vite. Donc, c'est un peu un truc qu'on essaie de poser dès le départ avec nos investisseurs, enfin les investisseurs qui sont potentiellement intéressés, et on essaie de mettre des milestones assez clairs pour dire, bah voilà, on aimerait bien que vous disiez oui, non de principe à telle date, que vous fassiez du deal avant telle date, et que derrière on ait closé le deal et reçu l'argent avant telle date. C'est pas toujours facile à faire, hein, parce que eux, ils ont plutôt, en fait, on a deux intérêts qui sont assez divergents avec les investisseurs, c'est que eux, enfin, nous, on a intérêt à ce que ça aille le plus vite possible. Eux, ils ont intérêt à ce que ça prenne un peu de temps parce que ça leur permet d'avoir plus de données. De Ouais. sécuriser. Ouais, voilà. Eux, leur challenge, c'est qu'ils vont mettre de l'argent sur un business qui est encore balbutiant et donc ils cherchent tous les petits micro-signaux qui vont me dire que ça va aller vite. Mais donc, ça désorganise. La façon dont on l'a géré, c'est que, en gros, Thomas a repris quasiment tout l'opérationnel à ce moment-là. Moi, je me suis concentré quasiment exclusivement sur la levée. Mais du coup, c'est sûr que oui, ça demande à chacun de taffer un peu plus et de reprendre des sujets. Et du coup, oui, on était content parce que le process est allé relativement vite. Ça s'est fait, je pense, en gros en moins de 3 mois, mais dont 2 mois un peu intenses et un mois plus de due deal où la balle était plutôt dans le camp des investisseurs. Et donc, ça nous a pas trop distrait, on va dire. Mais top. T'avais déjà une liste t'avais déjà des targets de gens que tu voulais contacter En, avant de démarrer le en process? fait, on l'a plutôt fait à l'inverse, c'est-à-dire que l'avantage, en fait, quand tu montes une boîte et que tu as un profil qui est rassurant pour les investisseurs, c'est-à-dire que tous les deux, on a fait des écoles de commerce. Thomas, il avait déjà monté plusieurs boîtes, et donc la dernière qu'il avait revendue à 5 à sec. Moi, j'avais un profil je travaillais avant dans un cabinet de conseil, le BCG, qui est assez prestigieux, etc. Donc c'était un duo qui rassurait les entrepreneurs, et ce qui fait qu'en fait, tu as beaucoup de inbound quand ça se passe. Donc, tu as beaucoup de gens qui te contactent proactivement. Souvent, hein, c'est les juniors des fonds de venture capital dont le taf, c'est de passer leur vie sur LinkedIn pour voir les boîtes qui se montent. Mais du coup, en fait, on avait commencé. Ça, c'est pour le coup un conseil que je peux donner à tout le monde. C'est si vous avez prévu un jour de faire des levées, essayez au maximum de garder, enfin, de nouer des liens avec des investisseurs. Donc, en fait, on avait un pool d'investisseurs avec qui on échangeait. Euh, et comme ça a vraiment amorcé la pompe. Et en fait, après, dès que tu pars en levée formelle, bah là, ce qui est sûr, c'est que l'univers du venture capital, c'est pas un univers qui est très confidentiel. C'est-à-dire que dès que tu commences à partir à lever, tout le monde le sait, donc tu te fais solliciter par plus de gens. Euh, mais nous, on a eu de la chance, c'est que on a pu faire toutes nos levées enfin, toute cette levée en étant juste, en prenant juste de l'inbound et pas en allant démarcher parce que en fait le call calling de fonds c'est quand même plus compliqué quoi. Bah, c'est très clair, merci, merci beaucoup. Tu réponds à plein de questions que je me pose moi au plus en ce moment dans mon parcours perso, donc double bénéfice là, clairement. Vous avez lancé il y a quelques jours le shampoing. Ouais, énorme Du coup, carton. ouais, voilà, énorme carton, félicitations. Moi j'ai commandé le mien, il n'est pas encore arrivé. Euh, Comment ça se passe parce que du coup enfin c'est le combienième produit? Ça C'est fait le le septième produit. septième produit. Comment, au bout du septième produit, donc du coup, bah, tu fais un carton, et est-ce que réellement,
euh, ce que nous on ne sait pas, est-ce que ça s'est mieux passé à le développer que les autres? Est-ce que vous aviez est-ce que vous avez réussi quand même à capitaliser sur les expériences précédentes, même si c'est d'autres produits? Oui. Est-ce qu'il y a des raccourcis Alors, qui ont été c'est pris, sûr pardon. que tu progresses de produit en produit, mais en fait, enfin, déjà, si je prends un peu de recul, au départ, nous, nos premiers produits qu'on lance, enfin, comment est-ce qu'on choisit nos produits? On se dit, c'est quoi les produits qui sont dans toutes les salles de bain et où il y a du plastique à usage unique? C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas des analyses de marché complexes. C'était juste de se dire, dans toutes les salles de bain, tu trouves un dentifrice, tu trouves un gel douche, tu trouves un déo, et c'est les trois premiers produits qu'on a lancés. Derrière, tu te dis, bah, il y en a un autre qui est évident, c'est le shampoing. Le truc, c'est que le shampoing, c'est un produit qui est beaucoup plus technique qu'un gel douche. C'est-à-dire qu'un gel douche, il faut globalement un agent lavant, ça lave et c'est bon, ça marche. Le shampoing, C'est un peu l'anneau dans le Seigneur des Anneaux aussi. C'est un peu le c'est précieux. ça. Ma meuf, tu lui feras jamais changer de champion, hein, de shampoing, Ouais, pardon. Sauf si c'est vraiment, ça. voilà, ou du moins je t'en souhaite. On peut prendre le pari Ouais. d'ailleurs, Et en fait, voilà. du coup, ce qui se passe, c'est que c'était le produit que tout le monde nous demandait. Dès qu'on faisait un sondage, à 70%, les gens disaient votre prochain produit, ça doit être le champignon. Mais en fait, c'est un produit qu'on a mis quasiment 2 ans à développer. C'était hyper long parce que toutes les premières versions, on n'était pas content du résultat. Voilà, on testait nous, on trouvait qu'on avait les cheveux trop secs, les cheveux trop gras, les cheveux trop machin, que ça moussait pas assez, que c'était trop liquide, que c'était trop dense. Enfin, bref. Est-ce que justement, c'est pas du blabla marketing qui a été imposé par les marques institutionnelles, ça, le fait du cheveu gras, du cheveu sec, etc., pour vendre justement différents types de shampoings? Est-ce que justement, c'était pas créer des faux problèmes pour mieux justement hooker les gens? Il y a une partie de marketing, bien évidemment. Après, je pense que pour le shampoing, pour le coup, c'est un des rares produits où la diversification. Alors là, c'est ultra segmenté et c'est sans doute trop, mais il y a quand même, tu vois vraiment des différences de type de cheveux. Là où tu n'as pas de différence forte de type de peau, à part les peaux atopiques, globalement, tout le monde a plus ou moins la même peau. En revanche, tu vois, des cheveux bouclés versus des cheveux raides, c'est pas forcément les mêmes. Et alors là, nous, ce qu'on sort, c'est un shampoing qui convient à tout type de cheveux. Et on est en train de bosser sur des shampoings plus techniques, justement pour qu'ils soient plus nourrissants pour les cheveux secs ou qu'ils soient plus hydratants pour les cheveux gras. Mais du coup, donc c'est un développement qui nous a pris énormément de temps parce que le produit était plus dur. Alors après, est-ce qu'on a pris des raccourcis, enfin des raccourcis, est-ce qu'on a bénéficié d'expérience? C'est sûr que oui dans la formulation parce que tu pars pas de zéro, parce que déjà, tu vois, sur tout l'aspect sensoriel, finalement, un gel douche et un shampoing, ça se ressemble quand même pas mal en termes de gélification, de texture, etc. Donc il y a des éléments qu'on a pu reprendre, mais surtout sur la partie industrialisation, où là, pour le coup, on a pu aller beaucoup plus vite que sur le gel douche. Donc sur le gel douche, quand on industrialise, on a énormément de galères parce que la machine marche pas, on n'arrive pas à avoir les bonnes cadences, etc. On se rend compte de plein de trucs sur comment tu dois stocker la poudre, la compacter, etc. C'est des galères qu'on n'a pas du tout eu avec le shampoing. Et du coup, on a mis longtemps sur la phase de formulation parce que c'était technique. En revanche, on a pu vachement compresser la phase d'industrialisation. Donc c'est sûr qu'en fait, plus on développe, meilleur on devient. Après, l'autre truc, c'est que plus tu développes de produits, plus tu fais d'erreurs. Donc tu as une bibliothèque de toutes les conneries que tu as faites. Et du coup, en fait, ça, quelque part, ça rallonge aussi ton process de développement dans le sens où tu te dis, il faut que je check cette case parce que j'ai déjà fait cette erreur avant, cette case, etc. Donc, en gros, l'hypothèse, c'est que peut-être que ton développement va être un peu allongé du fait de toutes les nouvelles contraintes que tu te mets sur la base de tes expériences passées, mais tu t'évites derrière des grosses galères de produits qu'il faut, enfin, tu vois, qui ont des problèmes de stabilité. À un moment, on avait des produits qui prenaient l'humidité, donc qui allaient gonfler. Alors, ça impactait pas l'expérience une fois dissous, mais c'était pas agréable pour les clients. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on a découvert en chemin et que maintenant, enfin, c'est des erreurs qu'on refait plus, quoi. Et du coup, l'enjeu pour vous de lancer 7 produits aussi rapidement, parce que pour le coup, vous êtes allé hyper vite, est-ce que c'était obligatoire pour pouvoir vraiment être omniscient ou c'était une demande client? Comment ça s'est Bah, passé? Parce que moi, j'en reviens pas, tu vois, de lancer des trucs aussi techniques aussi rapidement, ça me fait un peu halluciner, quoi. 7 produits en 3 ans, tu vois, d'existence de boîte. Enfin, ça fait 3 ans qu'on a lancé la boîte. C'est pas non plus délirant en termes de rythme d'innovation. Tu as des marques qui lancent des produits tous les mois. Bon, les marques qui lancent des produits tous les mois, hein, c'est bien sûr des produits qui sont sur étagère, qui est customisé à la marge. Donc c'est pas des full développements, mais du coup nous, tu vois, on est sur un rythme de 2-3 produits nouveaux par an.
c'est soutenu, mais c'est pas non plus délirant, quoi. Et on s'est toujours dit qu'on préférait prendre le temps de bien développer nos produits plutôt que d'essayer de sortir des trucs qui sont pas top juste pour avoir de l'actu marketing. Ensuite, la logique sur pourquoi est-ce qu'on développe la gamme en full, c'est que c'est toujours dans cette logique de dire on enlève les frictions. On s'est dit une des frictions majeures, c'est tu vas pas aller acheter ton dentifrice sur le site A, ton gel douche sur le site B, et puis faire tes courses pour ton savon pour les mains dans ton supermarché. Et donc dès le départ, on s'est dit si on veut vraiment offrir de la praticité aux gens, il faut qu'on lance toute la gamme. En gros, qu'on se dise, tous tes produits que tu utilises pour ton hygiène du quotidien, il faut que tu les trouves chez 900 Care et que tu puisses te faire ta box où tu t'abonnes à tous les produits et comme ça, tu n'as même plus besoin d'y penser. Et tu, en fait, enlèves, tu vois, ta charge mentale de toute cette partie-là, tu la poses et tu nous la confies. Donc, c'était la vision dès le départ. On est encore dans l'UX en fait, hein. On est encore dans une Voilà, thématique UX en fait. on est 100% dans une thématique UX. Et pour être tout à fait transparent aussi, l'autre, le pendant de ça, c'est qu'il y a aussi une problématique économique, c'est-à-dire que nous, on a fait le choix de vendre des produits le moins cher possible, enfin, en tout cas, voilà. Enfin, en gros, ce qui nous permet de quand même gagner notre vie, mais le moins cher possible. Ce qui fait que, on a fait le choix d'offrir la livraison quoi qu'il arrive. Donc, bien sûr, on a des économies sur les frais de livraison, néanmoins, tu as un mec qui prépare la commande, tu as le coût de l'expédition, tu as le coût de la boîte, c'est un coût fixe par commande. Donc, chaque commande, tu pars en fait avec ce coût fixe-là. Et du coup, plus tu es capable d'ajouter des produits, plus ton business devient rentable parce que du coup, ce coût fixe, tu vas l'amortir sur un panel de produits beaucoup plus large, donc un panier moyen beaucoup plus large, versus si tu vends un produit par un produit, c'est très très galère. Et moi, je me pose vraiment, je vois de temps en temps des boîtes qui sont monoproduits, donc au-delà de l'expérience client que je trouve pas incroyable, je me demande vraiment comment ça marche d'un point de vue économique parce que moi, quand je regarde mes chiffres, je sais que si je suis pas capable de vendre deux trois produits par colis, mon modèle à la fin il ne tourne pas quoi. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour ta transparence, c'est très clair. Quand on a préparé cet épisode, tu me parlais euh, de productivité et notamment de rituels. Ouais, Qu'est-ce que c'est les rituels chez 900 Care? Est-ce que tu peux nous donner quelques ouais. insights? La productivité, c'est un sujet qui est hyper important chez nous. C'est une de nos 10 valeurs de se dire on essaie d'être le plus productif possible. Il y a un sujet qui a été beaucoup couvert par plein de gens, donc j'y reviendrai pas forcément, mais c'est le sujet de la productivité individuelle. Donc tout ce que tu vas mettre en place pour ta productivité individuelle, donc ton inbox zéro, le fait d'avoir tes raccourcis, tes plages de deep work, etc. Et ensuite, je pense que ce qui est le niveau d'après, c'est comment est-ce que tu atteins la productivité au niveau collectif. Et donc là-dessus, nous, on a essayé de mettre en place pas mal de rituels. Donc, on a des règles toutes bêtes. Par exemple, on essaie de favoriser le deep work dans notre organisation. Donc, quand tu es au bureau et que tu as ton casque sur les oreilles, en fait, personne n'a le droit de venir te déranger. On t'envoie un mail et on vient pas t'interrompre. Parce que le pire truc, c'est d'être interrompu toutes les 5 minutes quand tu es en train de bosser sur un truc sérieux. L'autre truc qu'on a mis en place, qui est hyper impactant et qui est il y a beaucoup de gens que ça intrigue et d'ailleurs, aujourd'hui, je fais une entorse à cette règle, mais c'est que le mardi, c'est ce qu'on appelle le Ghost Tuesday. Et donc, le mardi, c'est normalement une journée que tu consacres à tes tâches de fond, tes tâches de réflexion. Donc, si tu es notre développeur, c'est une journée qui va passer à coder entièrement. Notre designer, elle va faire que de la créa. Donc, il n'y a pas de réunion et il n'y a pas de mail. C'est-à-dire que tu n'es pas tenu de répondre, enfin, on te déconseille d'envoyer des mails, de répondre à tes mails, etc. Euh, on a même certaines personnes qui ont un message automatique en disant bah, c'est le mardi je réponds pas à mes mails, donc je vous répondrai demain, vous inquiétez pas, et s'il y a une urgence, vous m'appelez. Et globalement, ça, c'est un truc que, que notre équipe adore parce que tu as une journée dans la semaine où tu vas vraiment pouvoir te dire bah, je vais dépoter. Et après, le troisième truc qu'on a mis en place, c'est que je pense que moi j'aime beaucoup le bouquin la 25e heure où en gros il y a trois étapes. Il y a, alors, attends, je me rappelle plus des étapes, mais en gros il y a quoi faire, comment tu le fais, et ensuite, décider ce que tu fais, te mettre dans les conditions pour le faire de manière efficace, et ensuite accélérer. Donc te mettre dans les conditions de manière efficace, c'est les plages de deep work, enlever les notifications, etc. Accélérer, ça va être les raccourcis, comment tu automatises les tâches, etc.
Et en fait, ce que les gens ont du mal quand tu penses à la productivité, tu penses essentiellement à ces deux blocs-là et tu penses pas au premier bloc qui est quoi faire. Et en fait, quoi faire au niveau de l'équipe, c'est sans doute, et dans ton rôle de cofondateur, c'est sans doute ce qui peut avoir le plus gros impact sur la productivité de ta boîte. Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans les boîtes, il arrive très souvent que les gens bossent pas sur les bons sujets, parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairs, parce qu'ils ont pensé que, etc. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est le système qu'on appelle OKR, Objective Key Results. C'est un système qui a été popularisé notamment par Google, et c'est un système en fait d'objectifs cascadants. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, nous, un des objectifs qu'on a au niveau de la boîte, donc en fait, tu fixes tes objectifs au niveau de la boîte, ensuite tu dis quelles sont les choses qu'il faut que j'arrive à faire pour atteindre ces objectifs, et ensuite, ces choses qu'il faut que j'arrive à faire, ça va devenir les objectifs de tes départements. Donc ensuite, les départements disent, OK, pour arriver à faire ce truc-là, voilà ce que il faut que je fasse. Et ensuite, ces objectifs-là, ça devient les objectifs de tes team members individuels. Et donc, je vais te donner un exemple très concret. Nous, un des objectifs, c'est de dire, il faut qu'on arrive à faire augmenter le nombre de produits par panier. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Bah, on va lancer le shampoing avant telle date. On va mettre en place un funnel où dans ton funnel, bah, on va te proposer des produits gratuits. Enfin, pas des produits gratuits, mais des produits en plus à acheter. Euh, À voilà, tester. on va Ouais, mettre ouais. en place un système de CRM où en fait, une fois que tu as acheté, on va te dire, ah bah, est-ce que tu connais tel produit, tel produit, tel produit. Et après, donc ça, c'est ce qu'on appelle nos key results au niveau de la boîte. Et ces key results, ça va devenir les objectifs de chacun des départements. Donc, typiquement, le département R&D aura pour objectif de lancer le shampoing avant telle date. Le département tech, il va avoir pour objectif d'améliorer le funnel pour qu'il y ait plus de cross-sell. Et ensuite, eux, ils vont fixer eux-mêmes leurs key results. Donc, typiquement pour la R&D, c'est avoir validé une première version de la formule à telle date, avoir fait les tests réglementaires à telle date, avoir fait les bêta-tests avec nos clients avec une note de plus de X à telle date, etc. Et ensuite, tu cascades tout ça. Et ça, en fait, ça a été. Donc, l'idée, c'est de dire. Enfin, l'idée, c'est vraiment de faire des choix. Donc, tu te mets entre 3 et 5 objectifs au niveau de la boîte, pas plus. Et pas 200, tu vois, comme c'est le cas dans beaucoup de boîtes. Et du coup, chaque personne voit exactement comment il contribue aux objectifs de la boîte. Et dès que tu as un truc qui correspond plus aux objectifs de la boîte, là, c'est un signal de te dire, je lève la main en disant, attends, je suis en train de bosser sur ce truc. Est-ce que Ouais. je suis pas sûr que ça corresponde aux objectifs de la boîte? Est-ce que c'est bien la prio? Et 9 fois sur 10, on va dire, ah bah non, c'est pas la prio, donc arrête de bosser là-dessus et concentre-toi pour bosser. Et ça, tu vois, on l'a mis en place euh, il y a un an. Et franchement, ça a eu un impact mais démentiel sur le business parce que en fait, les gens maintenant comprennent exactement ce sur quoi ils bossent. Et on est même allé au-delà de ça, parce qu'au-delà de ces 5 objectifs qu'on fait de manière quarterly, on a surtout défini une North Star métrique qui est le nombre d'abonnements. Donc nous, ce qu'on appelle un abonnement, c'est un abonnement à un produit. Donc par exemple, si toi, tu es abonné au dentifrice ou au shampoing, on va te dire que tu as 2 abonnements. Et donc on s'est dit, Ok. nous, le truc le plus important pour nous, c'est de faire augmenter ce chiffre-là. Donc si tu as un seul truc à retenir, c'est tout ce que tu dois faire, tu dois voir comment est-ce que ça contribue à faire augmenter ce chiffre-là, parce que ce métrique-là, il est hyper intéressant. Et il montre ta capacité à recruter des nouveaux clients, il montre ta capacité à leur vendre plusieurs produits, il montre ta capacité à bien les retenir et à faire en sorte que ils restent abonnés longtemps. Et du coup, c'est un super bon métrique qui nous a vraiment. Et en fait, depuis qu'on a défini ce métrique et que derrière on a fait tout ce système d'OKR qui en découle, on a vraiment eu une croissance. Enfin, ça a démultiplié la productivité de toute l'équipe parce que tout le monde savait, genre, je suis aligné, tout le monde va dans la même direction. Tu viens de trahir deux secrets sans le Ah oui. savoir, qui vont nous mettre le bazar avec l'équipe. Toi déjà, parce qu'en fait, à part toi et moi, personne ne sait qu'on tourne le mardi. Donc du coup, maintenant, ils vont le savoir dans ton Merde. équipe que tu n'as pas respecté le mardi. Et dans mon équipe, Baptiste, du coup, qui nous écoutera, va comprendre pourquoi je lui parle d'OKR depuis la fois où on a discuté ensemble au téléphone. Donc, du coup, il va savoir qu'en fait, c'est un peu grâce ou à cause de toi. Lui, il va dire à cause au début, parce que c'est lui qui le met en place en ce moment, qui documente tout ça dans la boîte, etc. Moi, je dis Ouais. grâce à toi. Non, Donc, mais voilà, tu tu vas viens de voir, trahir Baptiste, il deux- va rapidement être hyper convaincu. Enfin, dès que tu le mets en place et que tu vois les résultats, c'est hyper. Après, c'est sûr qu'il y a un travail de pédagogie, c'est sûr qu'il y a plein de réticences parce que les gens ne comprennent pas forcément, ils ont l'impression que c'est de l'admin, etc. Mais en fait, et moi maintenant, j'organise donc les OKR, hein, l'idée c'est que ce soit vraiment fait par toute la boîte. C'est-à-dire que moi j'ai mes OKR aussi perso, tout est public. Donc ça c'est l'autre truc, c'est que les OKR, une des grandes vertus c'est que c'est public, donc tout le monde sait sur quoi les autres travaillent.
Et ça, c'est une énorme vertu, c'est que déjà, tu ne demandes plus qu'est-ce que fait ton collègue qui est dans l'autre département. Tu arrêtes de dire, ah, mais attends, eux, ils font rien et nous, on fait tout. Et surtout, ça permet de voir dès qu'il y a des overlaps, dès qu'il y a deux personnes qui bossent sur le même truc, tu vois. Mais donc, moi, je le fais aussi. Donc, on définit les OKR de la boîte, mais moi, j'ai mes OKR individuels. Et derrière, moi, toute ma to-do, elle est organisée en fonction de mes OKR. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, en fait, ma to-do, je sais que je vais bosser sur tel truc qui est lié à tel OKR, tel truc. Et tout ce qui rentre pas dans mes OKR, en fait, je me dis, je ne travaille pas dessus, quoi. Et donc on essaye de passer ça. Donc c'est sûr que quand la plupart des gens, hein, globalement, ils n'ont pas forcément à la base des systèmes de to-do très organisés. Donc c'est un peu à l'arrache sur un cahier, sur machin, sur truc. Et on essaie de faire en sorte que tout le monde passe à ce mode d'organisation où en fait ta to-do, tu la suis en fonction de tes OKR. Tu te dis à chaque semaine qu'est-ce que je vais faire sur quel OKR, qu'est-ce que j'ai. Tu fais des petites rétrospectives pour voir comment est-ce que tu as performé sur ta to-do de la semaine. Donc tout ça, ça prend du temps, etc. Mais c'est sûr que dès que tu commences à y goûter et à voir les effets que ça produit, en fait, c'est magique parce que, en fait, en travaillant sur les bons sujets, tu travailles moins. C'est ça qui est dingue. C'est que tu fais pas tous les trucs qui servent à rien. Tu passes pas une journée à répondre à des mails ou à répondre à des notifs Slack. Parce qu'en fait, répondre à une notif Slack, c'est jamais dans tes OKR, tu vois. Enfin, ça, c'est pas vrai. Et du coup, en fait, tu as des journées qui sont vachement plus productives. Tu bosses globalement moins. Et donc, c'est vraiment win-win, quoi. La boîte se porte mieux, toi tu te portes mieux. Enfin, c'est top. Donc voilà, Baptiste, vas-y à fond. Le message sera passé et entendu, je n'ai pas de doute. Et on sent que t'as une grosse énergie quand tu parles de ça. Est-ce que tu le documentes? Est-ce que tu communiques justement sur des choses qui sont peut-être aussi liées à ton background aussi de consultant, ton expérience d'entrepreneur, tout ça? Est-ce que justement tu le laisses quelque part, tu le communiques à des confrères start-upers ou pas du tout? Alors, on documente beaucoup. Donc nous, déjà, on a une culture de la trace écrite. Donc, en gros, on utilise un outil qui s'appelle Notion, sur lequel on documente tout. Donc, en gros, chaque meeting est documenté. Tu as des notes. J'essaie de faire en sorte qu'on respecte de certains templates où on définit bien les objectifs du meeting, qu'est-ce que les différentes propositions, on essaie de faire des pre-reads, etc. Tout ça, on essaie de documenter. Et donc, toute cette partie productivité, en particulier, on essaie de la documenter. Ce qu'on a créé, c'est un truc qu'on appelle la 900 Academy. Donc, en gros, quand tu rentres, on utilise Loom. Voilà, donc, chaque personne qui a une compétence particulière va enregistrer une petite vidéo pour expliquer ça. Donc, moi, je fais le training productivité, donc plus la productivité individuelle. Là, on va retravailler du coup notre training OKR, mais on a un training OKR déjà. Euh, et donc, du coup, chaque nouvelle personne qui nous rejoint va passer à travers cette académie et donc ressortir avec un peu les bases. Après, je t'avoue que c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai forcément poussé en dehors de 900 Care, sachant que potentiellement, j'aimerais bien démocratiser le Ghost Day. Je pense que c'est un truc, parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me disent putain, mais c'est trop bien. Et en fait, tu sens qu'il y a énormément de peur malgré tout, parce que les gens se disent ah ouais, c'est trop bien, mais en fait, moi, ça marche pas pour mon business. Et mon hypothèse, c'est que, sauf de très rares cas, ça marche tout le temps pour quasiment tous les business, quoi. Et la seule exception, c'est peut-être les business de service, où tu te dis, si je réponds pas à mon client rapidement, c'est chiant. Mais d'un autre côté, si au moment du process, tu te dis, ben, nous, notre truc, c'est d'avoir le mardi, globalement, on va pas répondre à tes emails, on va pas caler le meeting parce que c'est là qu'on va vraiment pouvoir produire les docs à fond et tout. Je ne vois pas trop quel client pourrait te dire, bah non, c'est inadmissible, quoi. Donc, je pense que même là. Donc, ouais, écoute, c'est peut-être un truc à développer, faire la promotion du Ghost Day de manière plus large. Après, sur les OKR, je pense que c'est quand même très très bien documenté, qu'il y a plein de ressources qui Oui. existent déjà. Et la 900 Academy, du coup, est-ce que c'est aujourd'hui un process d'onboarding? C'est pas encore quelque chose que vous avez ouvert à d'autres Non, individus. C'est vraiment vos collaborateurs ouais, qui ont. C'est vraiment ça pour l'instant, voilà. c'est notre secret sauce. Mais écoute, Très bien, peut-être très qu'un bien. jour, on utilisera ce contenu pour partager. C'est vrai que c'est intéressant. De se dire que si on peut aider d'autres boîtes à devenir plus productives, globalement, je pense que ça augmente le bien-être global des gens, donc c'est pas idiot, quoi. Comme tu le disais, vous avez lancé le shampoing, là, un gros carton, du coup, hyper bien reçu par vos clients, etc. Et du coup, maintenant, c'est quoi la suite? C'est délicat de poser cette question alors que vous venez juste de finir un lancement. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi la suite
dans les prochains mois, les prochains OKR, du coup, c'est Bah, quoi? les prochains OKR, en fait, ben, il y en a plein. On a une roadmap produit qui est assez fournie parce qu'il reste quand même pas mal d'autres produits, que ce soit des déclinaisons de produits existants, donc typiquement bah, les nouvelles déclinaisons de shampoing pour différents types de cheveux, des nouveaux types de dentifrice pour voilà, blancheur, etc. Donc des choses qui nous sont montées par les clients. Donc on a une grosse roadmap produit. Euh, je pense qu'on a quand même encore beaucoup de taf à faire pour continuer à scaler la France. Nous, l'objectif, hein, c'est de. Aujourd'hui, on a une boîte qui est donc financée par des fonds de VC. On n'est pas encore rentable. L'objectif, c'est de montrer que le modèle il est à la fois scalable et rentable en France. Donc là, je pense qu'on a encore bien 12-18 mois avant de pouvoir penser à atteindre la rentabilité, mais c'est vraiment un objectif voilà, à moyen terme. Et après, l'autre projet excitant, c'est de se dire que maintenant que la France s'est bien lancée, qu'on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, on connaît, enfin, je pense qu'on a vraiment trouvé notre modèle, enfin, pour le coup, on a vraiment trouvé notre product market fit. L'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est pas le moment d'aller peut-être plus à l'international? Donc ça, c'est plus un projet 2023. On commence un petit peu à le tester en mettant de la pub sur les pays francophones, enfin, Suisse, Belgique. Ça répond hyper bien. L'étape d'après, c'est du coup d'aller le faire dans un pays non francophone. Ça demande bah, un peu de taf, de traduction, d'adaptation, etc. Mais je pense que c'est un des, un des trucs qu'on aimerait bien faire. On a de la chance, c'est que là-dessus, en fait, t'as plein de marchés, en fait. Si tu regardes les DNVB, sans pointer personne du doigt, mais tu prends, je sais pas, le home care, tu prends la lessive et les pastilles pour la vaisselle et les sprays pour la salle de bain. Aujourd'hui, tu as 12 000 marques qui font la même chose en France, 12 000 marques qui font la même chose au UK et 12 000 marques qui font la même chose en Allemagne. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as plein de capacités dans le marché. Tu as plein de faiseurs qui savent déjà faire ces produits, qui ont de la capa, qui n'arrivent pas à occuper toute leur capa avec leurs clients qui sont souvent les marques de distributeurs et qui du coup bah, louent leur capa, enfin vendent leur capa à des petites marques. Ce qui fait qu'en fait c'est très très facile de lancer une DNVB. Ils refont le modèle, en fait. Ouais, Ils refont le modèle classique de j'ai un truc que je mets sur l'étagère, venez c'est vous ça. servir, changez deux, trois détails. Exactement. Ok. Et en fait, c'est pour ça que dans ces secteurs-là, tu vois une prolifération de marques qui sont très 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 similaires et qui font toute la même chose. Et donc, ce qui fait que globalement, et tu vois ça par exemple, on l'a vu sur par exemple les bars type feed, euh, en gros, tu as un acteur qui est arrivé, qui a réussi sur chaque marché, tu as un acteur qui arrive, qui lève un peu d'argent, qui arrive à créer une grosse marque. Ensuite, ils se disent, la thèse, c'est d'aller alors en Europe. Sauf qu'en fait, quand ils vont en Europe, ils arrivent sur les marchés où il y a déjà un gros acteur qui a aussi levé de l'argent. Et globalement, les coûts d'acquisition augmentent pour tout le monde. Et ça pète les business de tout le monde. Donc c'est hyper dur dans ces conditions de faire une expansion européenne. Donc je vais faire un long détour pour dire que nous, c'est encore très très différent. Il n'y a pas de concurrent clair et identifié à l'échelle européenne parce qu'il y a toutes ces barrières de techniques, d'industrialisation, de formulation que nous, on a réussi à lever, mais qui sont très compliquées à lever enfin, qui restent très compliquées à lever et que personne n'a réussi à lever en Europe, etc. Et donc on se dit que là, nous, pour le coup, on a un vrai boulevard. Il ne faut pas qu'on tarde trop parce que je suis sûr que ça finira par arriver. Mais on a un vrai boulevard pour se dire, essayons de préempter ces marchés où il n'y a pas encore de concurrence, quoi. Donc voilà, c'est ça les gros focus à court terme, faire croître la communauté en France, commencer à plus réfléchir à la profitabilité et pourquoi pas une expansion européenne. Mais c'est très clair. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé parce qu'il y a énormément de choses. Je t'ai posé plein de questions. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de te poser par hasard? Celle que tu aurais bien aimé, sur laquelle tu aurais bien aimé débattre ou juste, Euh, ou juste échanger? Écoute, une question, pas forcément une question, mais écoute, un sujet sur lequel qui me taraude un peu en ce moment et sur lequel enfin, que j'ai envie de pousser un peu plus, c'est plus une question réglementaire. Euh, donc je te refais le contexte là. Récemment, il y a le mouvement Impact France qui réunit en fait les entreprises de l'impact qui a fait ses universités d'été et qui a décerné, enfin a nommé les 10 futures licornes sobres de demain, dont nous. Donc c'était intéressant. Moi, je suivais le mouvement de loin, mais j'étais pas
je m'étais pas forcément beaucoup penché sur ce qu'ils faisaient. Et du coup, vu qu'on avait été nommé, bah, je me suis un peu plus intéressé. Ils font 10 propositions au gouvernement euh, pour rendre bah, l'économie plus circulaire, plus juste, etc. Et il y en a une qui me parle particulièrement. Et donc, du coup, je me dis, autant profiter de ce podcast pour en parler. C'est la mise en place d'une TVA verte. Euh, En fait, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que tu vois, aujourd'hui, typiquement, on dit l'écologie, ça coûte trop cher. Souvent, ça coûte trop cher parce que c'est des petits acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes effets d'échelle que les gros. Et en revanche, ces acteurs, ils payent la même TVA que bah, les gros. Donc nous, en fait, on va payer la même TVA que toutes les marques qui utilisent du plastique à usage unique, qui ont fait zéro effort pour s'en débarrasser. Du coup, aujourd'hui, on nous dit ah bah vos produits sont un peu plus chers que les grandes marques, alors que bah, bien sûr, on est beaucoup plus petit, qu'on marge sans doute beaucoup moins parce qu'on a des coûts qui sont beaucoup plus élevés, et en plus, on doit payer la même TVA. Et donc, du coup, un des trucs sur lequel, enfin, une des propositions de ce mouvement qui m'avait beaucoup parlé, c'était justement la mise en place de la TVA verte, c'est de dire un taux réduit pour les produits qui ont une vraie valeur environnementale, et ça peut s'appliquer en plus dans tous les secteurs. Ça permet de faire, enfin, je trouve que c'est une super mesure parce que c'est une mesure qui marche avec bah, la logique de notre économie actuelle, qui est une logique de marché, c'est-à-dire que voilà, enfin moins, le prix plus bas génère plus de demandes, donc tu génères plus de demandes pour les produits écolos, et en plus c'est une mesure qui est hyper saine dans le sens où ça va dans le sens, enfin voilà, il y a plein de problématiques de pouvoir d'achat, etc. Je pense que c'est hyper bien. Donc voilà. En plus, c'est vachement bien parce qu'on est quand même dans un système qui a plutôt tendance à pénaliser les choses. Et donc, mais même pour des bonnes causes, par exemple les produits qui entraînent de l'obésité, Ouais, etc. Ben là, dans ce cas-là, il y a en plus un malus fiscal du coup qui s'applique. Mais c'est vrai que quand c'est vertueux, ça ne le fait ouais, pas. Et je crois qu'il y a certains fonds maintenant qui ne s'adressent justement qu'à des boîtes comme la ouais. tienne, des boîtes qui ont un impact écologique. Donc ça c'était fait de manière privée. C'est intéressant en effet que le public s'y intéresse. Donc du coup, tu penses qu'ils vont mettre ça en place comment, quand? Est-ce qu'il y a il y a déjà une roadmap sur cette idée de TVA verte? Je sais pas, mais du coup, je vais essayer de creuser un peu plus. Potentiellement, si c'est pas un sujet qui est encore porté, c'est un truc sur lequel bah, j'aurais bien envie de m'impliquer un peu plus parce que je pense que c'est vraiment une super bonne idée. Et c'est voilà. Et plus globalement, en fait, je pense que on arrive à un moment dans l'histoire économique où, enfin, si tu veux, pour moi, il y a eu au tournant des années 2000, il y a eu la révolution du numérique et globalement, l'Europe était bien partie et puis n'a pas du tout réussi à prendre le virage. Là, on a la prochaine grosse révolution, je pense que c'est la révolution bah, justement la révolution sobre, ou je sais pas comment on peut ou green, je sais pas comment on peut l'appeler, mais où l'Europe en fait a une carte à jouer de ma boule. Moi, je me fais tout le temps contacter par des fonds américains qui disent on trouve votre modèle super, on croit qu'il faut investir dans des solutions pour justement bah, qui vont protéger notre planète. Le truc, c'est qu'aux US aujourd'hui, le marché américain n'est pas du tout prêt, c'est pas du tout une préoccupation des clients et des consommateurs américains. Et du coup, bah, nous, on veut plutôt investir en Europe là-dessus. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'à terme, les Américains, ils seront de toute façon forcés d'y arriver aussi, puisqu'on aura juste, enfin, soit on y va par choix, soit on ira par la contrainte, parce qu'il y aura plus de pétrole et parce que de toute façon, la planète se réchauffera trop. Et donc, je me dis que c'est quand même, enfin voilà, que l'Europe a une carte à jouer massive là-dessus et qu'il faut, enfin, toutes les mesures comme la TVA verte qui peuvent accélérer cette transition, ça permettra aussi de faire émerger bah, des géants qui derrière pourront bah, devenir des voilà, si la prochaine génération de GAFAM, c'est des boîtes européennes, je pense qu'on sera vraiment tous contents. Mais ça demande aussi un peu je pense, de volonté politique de pousser ça. Enfin, nous, ce qui a tué les GAFAM, c'est entre autres, je pense, enfin, la fragmentation du marché européen, mais aussi toutes les contraintes qu'il y avait en termes de respect de la vie privée, qui n'étaient pas du tout aux US. Et du coup, les US ont pu vraiment faire émerger des géants. Bah, je pense que voilà, enfin, il faudrait qu'il y ait un peu plus de volonté politique d'accélérer cette transition en Europe, parce que je pense qu'il y a une carte à jouer qui est massive, quoi. Est-ce que justement, vous, de par votre mission, il y a des tentatives de récupération politique? Est-ce que tu le ressens? Sans nous donner de nom ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Pour l'instant, nous, je t'avoue que globalement, niveau politique, il y a peu de gens qui sont intéressés à ce qu'on fait. En revanche, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leverager notre communauté. On a une communauté
On a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de gens en base mail. On a des taux d'ouverture de nos mails qui sont assez faramineux les gens sont très très engagés. Et là, avant l'été, au moment, tu vois, c'est marrant, tu commençais la discussion par les incendies. Au moment des incendies et des fortes chaleurs là, cet été, nous, bah, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup impacté parce que je me disais, bah, ça, c'est une manifestation claire enfin, du réchauffement climatique. Enfin, le fait que ça s'accélère, le fait que chaque année ce soit une année plus chaude que la précédente. Bien sûr, il y a des épisodes caniculaires et bien sûr, peut-être que l'année prochaine, il fera peut-être un peu moins chaud que cette année, mais néanmoins, c'est un faisceau d'indices qui montre que voilà, le réchauffement climatique s'accélère. Donc, ça m'a vachement touché. Et en fait, on a fait un truc, c'est qu'on a dit, bah, en gros, nous, on est une marque optimiste. On pense que on peut s'en sortir. On pense que en facilitant la vie, en faisant des petits gestes, on va aller dans le bon sens. Mais on est aussi conscient que les petits gestes, ça suffit pas. Qu'il faut une véritable volonté politique d'agir sur ces sujets et qu'on trouve que globalement, les politiques de tous bords sont trop lents à agir et à mettre l'écologie au centre de l'agenda. Et donc on a dit, euh, on est des milliers à... Mais parce que l'écologie n'est plus le sujet. Alors, après, on va pas rentrer dans un débat politique, parce que je veux Ouais, pas en faire ici, mais l'écologie n'est pas le sujet des gens qui se revendiquent oui, écolo en ce moment. C'est ouais, pas leur voilà. priorité du tout. On en a parlé avec Valran du Crayon que j'ai invité. C'est des causes sociétales qui intéressent les écolos aujourd'hui. Ça n'est plus l'écologie et c'est juste un alibi l'écologie Ouais, non, mais pour les c'est sûr écolos. que c'est un challenge, enfin, que ce soit les Verts, mais que ce soit tous les autres, enfin voilà, Macron qui dit Make the planet green again, en fait, derrière, il n'y a pas encore, enfin, il y a eu quelques initiatives, mais sans doute pas assez par rapport aux défis qui nous attendent. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on a envoyé un mail à tout le monde, on a dit, nous, c'est un truc qui nous inquiète, on sait que c'est un truc qui vous inquiète aussi, on est plusieurs milliers à suivre cette newsletter, enfin, plusieurs dizaines de milliers à suivre cette newsletter. Ce qu'on vous propose, c'est écrivez à votre député. Voilà le lien pour trouver l'adresse mail de votre député. Voilà un mail préécrit pour leur dire que ça nous inquiète et qu'il faut qu'ils prennent ça en compte dans leur... Et en fait, on a eu bah, des réponses. Enfin, il y a énormément de gens qui ont participé. On a eu plusieurs dizaines de réponses de députés. Et je, enfin, je pense pas que ça fasse bouger les lignes massivement, mais je pense que ça contribue et c'est en tout cas un truc qu'on a envie de faire. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu tellement de récupération politique. Ce qu'on essaye, nous, c'est aussi de se dire qu'on a une mission qui va au-delà, enfin, d'inverser le truc en disant, nous, finalement, notre but dans la vie, c'est pas juste de vendre. Enfin, je me suis présenté en disant que j'étais un fabricant de dentifrice. La vérité, c'est que Non, mais c'est normal. Je t'ai mis dans les cordes directes. C'est parce que je démarre non, toujours non, par mais une petite blague. t'as Je suis raison obligé. et t'as raison et c'est en effet ça c'est pour la petite anecdote, c'était un truc qui avait beaucoup fait peur à mes parents quand je leur avais raconté que j'allais me lancer dans le dentifrice. Enfin, ils ne comprenaient pas, mais la vraie raison pour laquelle on fait 900 Care, c'est que on pense qu'on a un rôle à jouer pour aider à faire naître ce déclic écologique à la fois chez les gens, en leur montrant que finalement être écolo, ça peut être très simple et ça peut être très cool, mais maintenant c'est de se dire comment est-ce qu'on utilise bah, la plateforme qu'on a, la notoriété qu'on commence à avoir pour porter cette cause et lui donner plus de visibilité. Et donc d'où cette initiative avec notre base sur écrire à ton député et d'où peut-être demain la TV alerte quoi. Super. Bah, écoute, une fois de plus, merci beaucoup pour notre échange. C'est le moment où je demande où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut voir ta marque, etc. Donc on va évidemment mettre le site web de 900 Care. Est-ce que justement, il y a tu parlais de la newsletter tout à l'heure, c'est une newsletter qui concerne que tes clients ou est-ce que les gens éventuellement qui seraient intéressés pour écrire à leurs députés, etc., contribuent à ça est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent Ouais, retrouver, enfin du moins contribuer à cette bah, action-là? sur notre site, donc c'est 900.care. Donc là, tu retrouves, il y a un formulaire pour t'inscrire à la newsletter. Après, c'est encore mieux si t'es client. Mais Si tes clients. et après, non, pour nous suivre, vous pouvez nous suivre. Bah, on est assez actif sur LinkedIn. Donc moi en perso et à 900care. Enfin, on poste beaucoup sur LinkedIn. Moi, je t'avoue que je réponds quasiment à aucun mail LinkedIn parce que ça fait partie des choses que je dépriorise. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui m'ont écrit et que je n'aurais pas répondu, c'est pas que je suis un salaud, c'est juste que j'ai dépriorisé ça pour protéger mon temps. Et après, on est actif aussi sur Instagram et sur TikTok. Donc voilà, on essaie de couvrir un peu toutes les plateformes pour porter notre message. Bah super, bah, on mettra tous les liens bah, dans les notes de l'épisode. Une fois de plus, merci beaucoup, c'était vraiment un super... j'ai passé Et un ben moi super moment, aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. j'ai appris plein C'était de trop trucs. cool. Bah, trop bien.
Je souhaite à tout le monde une bonne journée. Émeric, bonne journée. Bon Ghost Ouais, Tuesday voilà. du coup. Très bon Ghost Et, Tuesday à tous. et J'espère que vous puis serez nombreux à pas prendre de meeting et de mail les mardis matin. à Allez, bientôt. salut. Ciao, ciao.